Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne DIR 360 TV. Chaque année, des milliers de candidats se présentent pour un entretien d'embauche ou d'autres ont la chance d'être recrutés et d'autres n'ont pas eu cette chance d'être recrutés. Et plusieurs questions se posent. Ceux qui n'ont pas été recrutés se posent plusieurs types de questions. Et cette question, c'est-à-dire que pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas été reçu? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu réussir cet entretien d'embauche? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons lever le voile sur comment réussir son entretien d'embauche. Et j'ai la chance d'être avec un professionnel, un grand DRH, un directeur des ressources humaines, qui met ses compétences à l'appui de rechercher les talents pour des boîtes, pour des entreprises au Sénégal. Bonjour, monsieur Mac. Bonjour, Serge. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, merci déjà. Je m'appelle Marc Abdelassar. Je suis directeur du capital humain. J'ai 14 ans d'expérience en gestion des ressources humaines et donc j'ai eu à travailler dans plusieurs multinationales, Téléperformance, PCCI, la Sympa. Et aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de partager cette expertise pour aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à justement trouver ce premier emploi, chose qui n'est pas facile. Et nous espérons que les conseils que nous aurons à partager leur seront d'une grande utilité. Waouh, vous savez faire un grand parcours, 14 ans d'expérience. Oui. Alors, ma première question est que, est-il vrai, d'accord, est-il vrai que lorsque le recruteur prend le CV, lorsqu'il voit le candidat déjà, il sait ce qui va se passer en 30 secondes? Oui. Alors, le CV, c'est la première vitrine du candidat. Et donc, du coup, parfois, malheureusement, certains jeunes chercheurs d'emploi négligent la préparation du CV, alors que c'est là, je peux dire, 80% du travail. Donc, aujourd'hui, si je suis recruteur, quand je fais une présélection, il y a une grille d'évaluation du CV qui me permet de voir en fait l'adéquation entre la fiche de poste que je vais pourvoir et le CV que j'ai en face. Dans la fiche de poste, vous allez voir le nombre d'années d'expérience qu'il faut, vous allez voir la formation qu'il faut, vous allez voir les soft skills nécessaires pour bien exercer ce poste-là. En parallèle, je vais juste comparer en fait le CV que j'ai reçu, est-ce qu'il coche à toutes ces cases. Et donc, l'erreur que les gens souvent font, c'est qu'ils prennent un seul CV et ils postulent à chaque fois qu'ils voient une opportunité d'emploi avec le même CV. Alors, ça doit pas se passer comme ça. En fait, chaque CV pour un poste. Parce que chaque poste a ses exigences. Et moi, la première chose que je regarde en tant que recruteur, c'est de voir si les exigences dans le job descriptif sont dans ce CV que j'ai en face de moi. D'accord, super. En parlant même de CV, vous avez parlé d'exigences, vous avez parlé de chaque poste avec son CV. Oui. Dites-nous en quelques minutes comment préparer son CV. Oui, alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, il faut savoir que autant la forme que le fond importe pour avoir un CV de qualité. Il faut d'abord que dans le fond, déjà, que je puisse retracer de manière synthétique mon parcours. C'est de commencer d'abord par le parcours académique, en mettant en exergue les diplômes qui ont un impact positif ou qui peuvent en fait convaincre un recruteur de me prendre, d'une part. D'autre part, il faut que le parcours justement soit bien mis en exergue. Surtout, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que chaque CV pour un poste, c'est que je dois, à la lecture du job descriptif, savoir qu'est-ce qu'attend le recruteur et donc mentionner dans mon CV les parcours que j'ai eus qui sont similaires à cela. S'il y a des réalisations que j'ai faites effectivement qui répondent aux attentes du poste, bah, je les mets en exergue dans la partie expérience professionnelle. Et pour terminer, parce que c'est toujours un plus de mettre des références. Il faut mettre des personnes qui peuvent justement vous recommander, attester de vos talents parce que c'est des personnes qui vous ont pratiqué en entreprise. Et ça rassure justement un recruteur. Maintenant, effectivement, la forme, on dit que c'est le fond qui remonte en surface. Et donc, si le fond est bon,
à défaut d'avoir la forme qu'il faut, on peut avoir une bonne première impression rien qu'en regardant le CV. Et il y a des CV qui ne donnent pas envie d'aller plus loin parce que dans la forme, on voit que c'est mal mis en forme, on voit qu'il y a une photo peut-être qui n'est pas récente, qui n'est pas professionnelle, qui est mise à gauche. On voit que voilà, dans les caractères qui sont utilisés, c'est pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes tailles en termes de police, et tout ça c'est important. Donc il faut autant s'inquiéter du fond en adaptant le CV au poste que je vais chercher, mais également sur la forme qui donne envie d'aller plus loin avec ce candidat. Wow. C'est vraiment du boulot et je peux vous assurer que beaucoup ne savent pas qu'il faut vraiment comprendre la grille. Oui. La grille. Oui. Est-ce que c'est normal, c'est forcément mettre une photo sur un CV? Oui, alors c'est pas obligatoire. Ça peut maintenant être important dans le sens que si on est sûr qu'on a une photo professionnelle, ça peut avoir son plus, mais c'est sous format d'une photo d'identité. C'est pas une photo vraiment où je suis à la plage que je vais mettre. Certains commettent encore ces erreurs. Je pense qu'en préparant cet entretien, on en a parlé. Mais voilà, si aujourd'hui c'est une photo professionnelle, récente, ça peut avoir son plus. Parce que parfois aussi, il faut le savoir, le recrutement, c'est en partie une question de feeling. En réalité, parce qu'à travers un entretien de 30 minutes, 40 minutes, je peux pas dire à coup sûr que c'est le bon candidat. Parfois, il faut que dès le début qu'il y ait des connexions, et parfois le fait d'avoir une photo professionnelle peut déjà avoir son petit plus, même si c'est pas obligatoire de l'avoir dans son CV. Très bien, très bien. Alors, si éventuellement vous avez reçu le CV et que vous jugez que cette personne doit être reçue, si je suis le candidat, quelles sont les démarches préalables que je dois faire lorsque on m'appelle pour me dire que j'ai un entretien? Quelles sont ces démarches-là que je dois préalablement faire avant de me présenter à l'entretien? C'est une excellente question. C'est qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'un entretien soit décisif et que je me donne toutes les chances d'être pris à ce poste-là, c'est de se préparer. C'est-à-dire, dès lors que je suis contacté par le recruteur pour me dire que vous avez un entretien lundi à 11h, la première chose que je vais faire, c'est d'aller me connecter sur le site internet de l'entreprise, me renseigner sur ses valeurs, reparcourir le descriptif de poste et préparer mon entretien. Maintenant, une préparation d'entretien commence d'abord par se présenter parce que l'accroche est décisive dans un entretien d'embauche. On dit qu'il faut 5 secondes pour créer une première impression. Et 8 bonnes attitudes pour en corriger une seule négative. Donc, on n'a pas la chance de se rattraper dans un entretien. Si on rate la préparation, la présentation, bah, on risque de rater tout le reste parce que justement, je commence par une mauvaise impression et cela va continuer à être une empreinte sur la suite. Donc, c'est se préparer, d'abord préparer sa présentation, qui soit synthétique et qui colle aux attentes du poste. Donc, se poser soi-même les questions sur ses réalisations qui pourraient intéresser ses recruteurs, mais surtout, en fait, aussi sur la mise, parce que aussi l'attitude qu'on peut avoir dans un entretien, bah, est aussi décisive. Il ne s'agit pas simplement de venir et de raconter une histoire, de dire ses expériences. Le comment je dis ses expériences également a son sens et c'est ce qui nécessite une bonne préparation. D'accord. Alors, juste après la préparation, il y a des gens aujourd'hui, je me rappelle rapidement, j'avais un entretien d'embauche où je m'étais habillé comme quelqu'un qui va au sport. Tu t'habilles très bien d'habitude. Ah ouais. Ben, en fait, c'est juste pour demander, est-ce que l'habillement compte? Oui, c'est super important. Maintenant, il faut choisir son habillement en fonction également du poste à pourvoir. L'habillement, à coup sûr, la tenue influence aussi la décision dans le cadre d'un processus de recrutement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je recrute par exemple un directeur commercial, bah, je m'attends déjà dans mon esprit à voir un type de profil. Un directeur commercial, il va à la rencontre de directeurs généraux, il va participer à des forums, il est la vitrine de l'entreprise. Et donc, l'attitude est aussi importante que ses compétences en réalité. En revanche, si je recherche aujourd'hui un électricien, on sait qu'un électricien, c'est un homme de terrain. Donc, qu'il vienne en jean, chemise et qu'il relève même les manches, ça ne me dérange pas. Mais cela peut-être ne pourrait ne pas me correspondre si aujourd'hui je cherche un poste de directeur commercial. On peut dire que c'est autant important, en fait,
que le fond, parce que comme je le disais, le fond, c'est ce qui ressort. Et ça ressort à travers la tenue. Et la première impression, effectivement, la tenue a son rôle à jouer. Très bien. Donc, on s'habille selon le poste. Exactement. À pouvoir. Exactement. Ah, exactement. parfait. Parce Parfait. que, en fait, c'est bon de le dire. En fait, vous savez, un poste, c'est une tenue de poste. En fait, une tenue, c'est la posture. Et donc, la posture aussi passe par la tenue, en fait, par ce qu'on porte. Parce que, en fait, on s'habille selon l'esprit qu'on a à travers soi. Exactement. Et ça peut être hyper décisif dans le cadre d'un processus de recrutement. Voilà. Donc, je suppose que j'ai coché toutes ces cases. Oui. Je suis bien habillé, j'ai fait des recherches sur l'entreprise avant de partir. Mais vous savez, il y a des questions que les recruteurs te posent qui te met KO. La première question, c'est quand on te dit parle-nous de vous. Oui. Quelle est l'attitude d'un candidat à qui on demande parlez-nous de vous? Oui. Est-ce que le candidat va commencer par réciter le CV ou qu'est-ce qu'il doit faire pour que le recruteur puisse vraiment avoir ce qu'il veut dans ce candidat? C'est une excellente question. C'est une question qu'on pose dans tous les entretiens de recrutement. C'est soit parlez-moi de vous, soit présentez-vous. Et donc, du coup, on a la chance, je pense, en tant que jeune chercheur d'emploi, de savoir que forcément cette question va arriver. Et donc, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. La préparation, elle est décisive quand on va dans un entretien d'embauche. C'est que la question parlez-moi de vous, c'est un tout. C'est pas nous raconter toute sa vie, c'est nous raconter ce qui nous intéresse dans sa vie par rapport au poste à pourvoir. Donc, dans la préparation, je vais aller chercher dans mon expérience personnelle comme professionnelle, qu'est-ce qui peut intéresser à mon interlocuteur. Parce qu'il s'agit là d'un entretien de recrutement. Et quand le recruteur pose la question de savoir parlez-moi de vous, il ne s'attend pas à ce que vous lui dites des informations qui ne peuvent rien lui apporter d'un point de vue professionnel. Donc, charge au candidat dans sa préparation d'identifier dans son parcours de vie des éléments qui collent avec le poste et qui convainquent le recruteur. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par d'abord me présenter. Oui, on va toujours commencer par dire je m'appelle Marc Abdelassar, par exemple. On donne le nombre d'expériences acquis, nombre d'années d'expérience acquis dans ce métier. Et puis, on commence déjà par synthétiser les réalisations en quelques points, des réalisations qui te satisfont le plus et qui sont en phase avec les attentes du poste avant de terminer justement par la conclusion. C'est les résultats de ces réalisations-là. Quand je l'ai mis en œuvre, voilà ce que ça a donné. Et c'est une manière déjà d'accrocher son interlocuteur, de lui rassurer sur le fait que j'ai l'expérience à travers mon parcours qui aujourd'hui font qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne nous accordions pas dans ce rôle, en tout cas, qui est le poste à pourvoir. D'accord. Alors, nous allons faire juste un petit exercice rapidement. Je vais me mettre dans la peau d'un recruteur. Je vais juste vous demander de parler de vous en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, je m'appelle Marc Abdelassar, j'ai 14 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines, qui est une passion que je nourris depuis des années, parce que je suis convaincu que la différence entre les entreprises, ce ne sont pas les ressources matérielles simplement, ce ne sont pas les ressources financières, ce sont les ressources humaines. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que des entreprises comme la vôtre ont su trouver l'essence d'avoir ce poste-là. Et au vu de mon parcours, je pense que j'ai relevé pas mal de défis, notamment l'obtention de financement dans le cadre du plan de formation, un financement à hauteur de 11 millions. J'ai eu à bâtir des parcours de carrière à travers des people reviews. Je suis parvenu à instaurer le bien-être comme étant une culture d'entreprise. Et c'est des aspects aujourd'hui qui nous différencient de nos concurrents. Et c'est un plaisir d'être là dans le cadre de cet entretien pour en discuter. Wow! Vraiment, ça, c'est vraiment convaincant. C'est vraiment convaincant. Ce qui me permet déjà de vous poser la seconde question. Pourquoi vous choisir? Alors, justement, c'est une très bonne... On est toujours dans le... Ok, donc du coup, voilà, je pense que l'intérêt de ma candidature réside dans mon expérience, d'une part, mais d'autre part, c'est dans la passion que j'ai dans ce métier. Parce qu'aujourd'hui, la passion, comme le disait Confucius, celui qui prend plaisir à travailler ne travaillera plus jamais. Et donc, lorsqu'on est passionné, on ne s'arrête pas là où
la plupart des gens s'arrêtent à cause de la fatigue. Donc, du coup, l'intérêt de ma candidature, c'est d'abord dans l'expérience que j'ai eue, une expérience quand même qui a porté ses fruits. C'est à travers ma passion, comme je vous le disais, mais c'est à travers toute l'énergie qui me nourrit dans la réalisation de plans stratégiques. Et donc, je pense que c'est un tout qui fait que je me différencie sans aucune difficulté des autres candidatures. Ah ben là, c'est se mettre en valeur alors. Exactement. Si on te pose la question de savoir, parlez-nous de vous. Exactement. C'est-à-dire pourquoi vous choisir, c'est que tu te mets en valeur et tu donnes ce que l'autre peut-être n'a pas. Maintenant, la difficulté dans ça, c'est que malheureusement, au Sénégal, ou je peux dire même en Afrique, parce qu'on a beaucoup de points communs dans les pays en Afrique, c'est qu'il y a en fait une culture de l'humilité dans laquelle nous sommes bercés depuis la naissance, qui fait que peut-être que parler de soi peut paraître arrogant en réalité, et donc souvent on feint la modestie d'un point de vue culturel pour ne pas savoir se mettre en valeur. En fait, savoir se vendre n'est pas péjoratif en réalité, n'est pas arrogant. C'est juste qu'il s'agit d'un exercice où je dois convaincre et je dois convaincre sur la base des éléments qui me différencient des autres candidats. Maintenant, ça demande aussi un exercice en amont, c'est qu'on apprenne à se connaître soi-même. Une fois qu'on est rompu à la tâche à apprendre à se connaître soi-même, on devient qui on est et on peut clairement l'expliquer à travers l'entretien et c'est des éléments de différenciation qui peuvent être parfait. C'est comme, je ne sais plus si c'est Platon ou Socrate qui dit connais-toi toi-même. Exactement, c'est Socrate. C'est Socrate, voilà. Exactement. Donc nous allons revenir dans le vif du sujet et nous allons continuer par vous poser certaines questions sûrement. Et comment évoquer lors d'un entretien d'embauche ses faiblesses? C'est sensible. Il faut à la fois être sincère, mais en même temps ne pas pousser la démarche jusqu'à dire les points faibles qui pourraient justement nous retomber dessus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver toujours des points d'amélioration qui finalement au fond se retournent en points forts. Par exemple, dans un entretien, on vous pose la question de savoir quels sont vos points d'amélioration. Rien ne gêne à dire, par exemple, je suis trop perfectionniste. Voyez, trop perfectionniste finalement, à bien m'y regarder, c'est le moindre mal. C'est finalement même une bonne chose. Exactement. Mais donc voilà, maintenant, en le disant, c'est que à chaque fois que je dis un point d'amélioration, je dis que je travaille là-dessus pour l'améliorer. Donc je sais qu'aujourd'hui, on me reproche souvent d'être trop perfectionniste. Je n'aime pas rendre un travail qui ne soit pas parfait et donc dans ce cas, ça peut me prendre parfois un peu plus de temps. Maintenant, c'est un point d'amélioration sur lequel je travaille. J'apprends à faire confiance aux autres, à aller à l'essentiel et donc pour gagner du temps. Donc à chaque fois que j'expose un point d'amélioration, je donne le fait que je travaille en parallèle, mais il faut jamais donner un point faible qui peut se retomber contre nous. J'ai eu des exemples comme ça en recrutement où le candidat te dit, moi, je m'énerve rapidement. C'est ce qui m'est venu à la tête. Exactement. Donc ça, dire dans un entretien que je m'énerve facilement, ça montre une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, le monde professionnel est un monde de pression en réalité. Et si je ne peux contrôler mes émotions, assurément je ne vais pas faire grand succès. Et c'est des genres de points faibles quand même qui peuvent être disqualifiants dans le cadre d'un processus de recrutement. Alors, nous allons aussi vous poser une question aussi, pas la dernière, mais quelles sont, d'après tout ce que vous avez dit jusque-là, quelles sont les trois erreurs qu'il ne faut jamais commettre lors d'un entretien d'embauche? C'est d'abord, comme je le disais, ne pas se préparer en amont. Il faut assurément se préparer quand on a un entretien d'embauche. C'est pas de l'improvisation. Il y a de l'improvisation, mais c'est improvisation structurée. Et quand on a la structure, on ne stresse pas parce qu'on s'est préparé. On prend le dessus sur le stress qui existe naturellement, mais en étant préparé, on le transforme en une force et ça nous porte durant l'entretien, ça nous met en confiance et ça rassure les interlocuteurs qui sont les recruteurs. Deuxièmement, il faut jamais exposer un point faible de manière très sincère qui peut être en déphasage avec les attentes du poste. Et troisièmement, il faut être structuré
quand je parlais de structure, c'est avoir une cohérence dans son explication. Il faut pas donner l'allure de quelqu'un qui manque de cohérence dans un entretien d'embauche. Il faut montrer qu'il y a une certaine cohérence dans les propos. Et je pense que bon, il y y a d'autres erreurs. Mais les trois, principalement, il faut savoir se préparer. Oui. Il faut pas exposer des points faibles qui soient en déphasage avec le rôle. Oui. Mais il faut surtout montrer une certaine cohérence dans son propos du début à la fin de l'entretien. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que aussi un candidat a le droit, lors d'un entretien, on lui pose la question de savoir si éventuellement aujourd'hui on vous recrute, Oui. quelle sera votre grille salariale? Oui. Par exemple, combien voudriez-vous qu'on vous paie? Oui. Alors, c'est une question, je pense, qui concerne deux générations de chercheurs d'emploi. C'est vrai que pour un jeune chercheur d'emploi qui est à la recherche du premier emploi, mon conseil, c'est très simple, c'est de se dire, le plus important, c'est pas la rémunération d'une part. J'espère faire carrière dans ces sociétés et sans aucune contrainte, je pourrais m'aligner à votre grille salariale. Donc, la réponse, c'est le plus important, ce n'est pas le salaire. Oui. Mais j'espère faire carrière dans l'entreprise. Et donc, il y a sans aucune difficulté, je m'alignerai à votre grille salariale. Là, je parle de quelqu'un qui n'a pas un emploi et qui recherche qui finalement tout ce qu'il aura au bout du fil va quand même l'intéresser. Exactement. Alors, la deuxième génération de chercheurs d'emploi, comme je vous disais, c'est des profils plus seniors, plus matures, qui ont une certaine expérience. Là, il y a aucun mal, aucun gêne à négocier son salaire. Mais il faut le faire de manière raisonnable. C'est-à-dire que voilà, à ce stade, voilà ce que je gagne, voilà les avantages que j'ai et voilà mes prétentions salariales. Et je pose une marge de 50% ou plus par rapport à ce que je gagne et je laisse toujours une porte de sortie, c'est de dire que c'est négociable. Il faut jamais fermer ses prétentions salariales en disant que c'est le minimum, c'est ce qu'il faut ou je viens pas. Il faut toujours dire ses prétentions salariales tout en laissant comprendre que c'est une prétention salariale négociable. Pour laisser la marge, si toutefois le candidat est hors grille, de pouvoir permettre une négociation salariale avec l'employeur. Très bien, très bien. Donc sur la question de salaire, il y a deux cas. Oui. Le premier cas, c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience, un boulot, l'expérience. Oui. Lui, il répond juste je m'aligne avec votre grille salariale. Et le second cas, quelqu'un qui a déjà l'expérience, par exemple, il y a un recruteur qui a besoin d'un directeur de projet ou un directeur de campagne, je sais pas. Lui, il est disposé de négocier son salaire. Parce que c'est un profil senior. Parce que c'est un profil senior. C'est décisif et il peut négocier. D'accord. Très bien, très bien. Alors, durant les 14 ans de parcours, je suis sûr que vous avez eu plus de millions de CV dans votre votre parcours, surtout Majorel, PCCI, Sympa. Oui. Vous avez eu beaucoup de CV. Oui. Est-ce que vous avez le rappel d'un CV qui vous a marqué, soit positivement? Nous allons déjà parler d'un CV positif qui vous a marqué jusqu'aujourd'hui, et d'un autre cas, d'un CV qui vous a vraiment déçu. Oui. Alors, un CV effectivement qui m'a marqué positivement, c'est le CV d'un candidat qui vivait aux États-Unis pendant plus de 12 ans, qui avait eu la chance d'intégrer de grandes entreprises aux États-Unis et qui, avec la réforme nouvelle dernièrement de Donald Trump avec la fameuse ICE, donc a dû être refoulé au Sénégal. Donc, il n'a pas eu le temps de se préparer, de préparer son retour. C'est à travers, je pense, il était parti dans un restaurant, c'est ce qu'il nous expliquait, et il a été interpellé, puis refoulé au Sénégal. Alors, il est revenu, il a envoyé son CV pour un poste de téléconseiller. On sait qu'avec sa grande expérience, quand même, j'étais étonné qu'il soit intéressé par ce poste de téléconseiller. Je l'ai mis dans les entretiens et durant l'entretien, effectivement, il y avait de l'émotion parce qu'il nous racontait sa vie et quand il nous racontait que voilà, il avait eu à gravir les échelons dans la société américaine et que du jour au lendemain, il se retrouve au Sénégal à postuler pour un poste de téléconseiller. Quand même, c'était émouvant, mais ce qui m'a marqué positivement, c'est qu'il me racontait avec le sourire.
C'est-à-dire que c'était une personne vraiment résiliente et on dit que la positivité, même si elle ne sert pas à résoudre les problèmes, elle permet de les rendre plus surmontables. Exactement. C'est une personne résiliente qui finalement a été prise pour ce poste de téléconseiller. Wow, Maintenant, l'autre CV qui m'a négativement marqué, je parlais tout à l'heure des photos. Donc voilà, c'est une dame qui m'envoie un CV. Je pense qu'elle avait beaucoup plus misé sur son paraître que sur en fait le contenu du CV. Mais je vous épargne la photo qu'elle m'a envoyée, vraiment, et c'est dommage de passer à côté à cause de ça. En tout cas, il faut que les gens se ressentent sur l'essentiel. C'est un poste qu'on pourvoit, et c'est juste un poste à pourvoir. Et la chose qu'il faut mettre en évidence, c'est son expérience, c'est son parcours académique. D'accord, super. Je vous remercie déjà pour ces anecdotes que vous avez racontées. Alors, l'avant-dernière question de notre émission, c'est que, d'après vos expériences aussi, qu'est-ce qui fait la différence entre deux candidats? Un candidat A et un candidat B, un candidat comme moi, Serge, et un candidat comme quelqu'un qui est Luc ou je sais pas. Quelle est la différence entre nous deux? À parité de diplôme, d'expérience. À parité de diplôme et d'expérience. Ok. C'est vrai que c'est des choix c'est des sujets que nous rencontrons. Parfois, pour un même poste, on peut avoir à parité en termes de parcours, de formation, parfois même dans la même école. Et en termes d'années d'expérience, c'est le même nombre d'années d'expérience. Dans ce cas de figure, ce qui peut faire la différence, c'est l'anglais, par exemple. Celui qui aura la maîtrise de l'anglais, quand même, il aura un atout par rapport à l'autre qui ne l'aura pas. Mais imaginons même qu'ils aient tous les deux l'anglais. Dans ce cas de figure, l'entretien sera décisif parce que celui qui va montrer le plus de motivation, celui qui arrivera à convaincre les recruteurs qu'il a plus faim de prendre ce poste-là, va passer. Et là, c'est la motivation qui va les départager durant l'entretien. D'accord. Et si les deux ne comprennent pas l'anglais? C'est juste, si les deux ne comprennent pas l'anglais et les deux sont motivés aussi. Est-ce qu'il y a un degré? Est-ce qu'il y a un degré de motivation que vous recherchez ou? Oui. Alors du coup, là, ce sera durant l'entretien, là où la question, quelle sera votre valeur ajoutée? Pourquoi vous et pas un autre candidat aura finalement son sens. Parce qu'en fonction de leur réponse, si aujourd'hui je demande à un candidat dans ces circonstances de me dire quelle sera la valeur ajoutée qu'il va nous apporter dès le premier jour, l'explication qu'il va nous donner, les exemples qu'il va nous citer, qu'il a eu déjà à réaliser ailleurs, je pense que c'est ce qui fera finalement cette question va servir à départager ces deux candidats parce que la valeur ajoutée ne sera jamais la même eu égard à leurs expériences et à leur parcours professionnel. D'accord. Alors, Monsieur Mac Abdallah, quel est votre message? Quel message vous voulez envoyer aux jeunes aujourd'hui qui recherchent un boulot et qui ne savent pas quoi faire? Quel est votre message à leur endroit? C'est d'abord d'avoir une grande confiance en soi. D'une part, c'est aussi de bien se préparer parce que la quête d'un emploi n'est jamais chose facile. On se prépare en sachant comment rédiger un bon CV et en l'adaptant par rapport aux attentes du poste que je suis en train de rechercher. Et pourquoi je vous parlais de confiance? Parce que en fait, ça nous donne du courage. Et quand on est courageux, on va chercher, on est convaincant, on est capable de faire face aux difficultés qui s'érige dans le chemin qui mène à l'emploi. Donc, il faut avoir une grande confiance en soi. Il faut être positif parce que finalement, on est en train de parler de CV, de parcours, mais je pense que c'est un état d'esprit quand on cherche un emploi. Dans notre société, malheureusement, il y a des phrases, des propos qu'on entend souvent que Sénégal de metti amul xëy. Donc, il faut aller au-delà de ça, s'armer de courage, se préparer, avoir un bon CV, et aller chercher un emploi, se donner toutes les chances. Oui, j'ai entendu deux mots qui m'ont tiqué. C'est ça. Dafa metti, ça veut dire que c'est dur. Amul xëy, ça veut dire que bon, il n'y a pas d'emploi. Donc, quoi que vous fassiez, finalement, vous n'allez pas vous sortir. Et vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'emploi? Alors, il y en a. Les gens ne savent pas où chercher. Et comment se mettre en valeur pour aller avoir ce poste. Ça m'amène à poser une question que je devais poser avant. Est-ce qu'un recruteur regarde les réseaux sociaux d'un candidat avant de valider sa candidature? Alors, réseau social, oui, si c'est LinkedIn.
notamment Ok. parce que LinkedIn peut beaucoup nous informer sur la personne. Si c'est une personne qui poste souvent des expériences, bah, c'est l'occasion de voir comment il alimente son réseau et quelle est la qualité du contenu de son réseau. Est-ce que c'est en phase avec le poste à pourvoir? Tout à l'heure, je vous parlais de références dans le CV, mais sur le profil LinkedIn, on peut aussi retrouver des recommandations d'autres experts dans d'autres domaines qui ont eu à travailler avec ce profil-là et qui vont laisser des recommandations en disant voilà ses qualités professionnelles et tout ça c'est un plus quand même qu'apportent les réseaux sociaux. Ouais, ouais. D'accord, super. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Mac Abdallah. Je vous en prie. Juste un bref rappel de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons parlé des 10 piliers de recrutement. Nous avons parlé de la première impression. Donc, l'impression que vous donnez aux recruteurs, votre première impression, ça compte beaucoup. Après, nous avons parlé du CV. Le CV, nous pensons que c'est juste un papier, mais c'est la première chose qui vous met en rapport avec le recruteur. C'est ça qui fait que le recruteur sait que, oui, demain, il y a un certain Serge qui va passer faire l'entretien. N'est-ce pas? Et nous avons aussi parlé de comment se préparer pour son entretien. Donc, chers amis, il faut se préparer. Comme l'a dit notre cher Abdallah, il a dit, pour se préparer, il faut vraiment, pour aller en entretien d'embauche, il faut se préparer en amont. Il faut être structuré. Il faut être structuré. Nous savons qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas le boulot, mais d'une part, nous-mêmes, nous sommes l'échec de notre recherche d'emploi. Parce que nous n'avons pas la mainmise sur comment convaincre un recruteur pour nous recruter. C'est vrai. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire pour que lorsque nous déposons les CV, que ce soit des CV vraiment lisibles, clairs, des CV qui font sourire un recruteur. Exactement. Les CV qui font sourire un recruteur. Et hormis le CV, il faut qu'on se prépare avant que tu n'ailles en entretien d'embauche. Si tu as une veste, tu mets ta veste. Si tu as tu peux t'habiller comme moi, hein. Tu peux t'habiller comme c'est pas facile, hein. tu peux t'habiller comme mon autre invité, mais il faut bien t'habiller. Même si tu n'as pas, va louer ou bien va prêter ça chez ton frère. Non, c'est important, c'est important parce que faut pas qu'on aille à un entretien d'embauche débraillé. Exactement. Il faut le paraître. La correction. Il faut vraiment qu'on soit correct pour aller à un entretien d'embauche. Et je vous prie de suivre le conseil de monsieur Mac Abdallah. Il a 14 ans d'expérience et ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui était vraiment très important. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Parce qu'il y a des choses que moi je ne savais pas, que je viens de découvrir. Merci. Vraiment, merci. Ça prouve que ces 14 ans d'expérience ne sont pas vains. Vous avez vraiment eu un bon parcours de votre existence. Bien sûr. Donc, nous avons vu aussi comment parler de vous lors d'un entretien d'embauche. Nous avons vu comment se démarquer. Et nous avons aussi comment parler de vos faiblesses lors d'un entretien d'embauche. Et aussi, les erreurs éliminatoires, les erreurs qui peuvent vous éliminer une fois que vous êtes dans un entretien d'embauche, les réseaux sociaux. Il a parlé de LinkedIn. Donc, si tu me regardes aujourd'hui et que tu n'as pas encore mon LinkedIn, va immédiatement créer ton profil LinkedIn et tu te fais démarquer, tu te fais remarquer par les recruteurs. Et à la fin, il a donné son impression, il a partagé avec nous les anecdotes des CV qu'il a pu avoir et il a dit aujourd'hui ce qu'il sent, ce qu'il a à partager avec nous. Monsieur Marc, un dernier mot de fin? Oui, peut-être partager avec vous une citation qui, dans ma vie, a été impactante. C'est une citation de Victor Hugo qui dit qu'en fait, nul n'a le droit d'enlever à une personne ni sa vie, ni la capacité de devenir meilleur, parce que la capacité de devenir meilleur est un droit sacré. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Nul n'a le droit de priver. Nul n'a le droit d'enlever à une personne ni sa vie, ni sa capacité de devenir meilleur. Exact. La capacité de devenir meilleur est un droit sacré. Ça, c'est dans ma tête. Merci infiniment. Merci infiniment pour vos précieux conseils. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre rubrique.
Je vous invite de vous abonner. Je vous invite de partager, de mettre la notification pour ne rien rater de nos prochaines rubriques. À très bientôt. Merci, c'était Serge Jao.